termes de serveurs web qui sont répartis sur 2 zones de disponibilité, et puis une base de données qui est répliquée de manière synchrone sur 2 zones de disponibilité en mode actif-passif. Ce genre de configuration est très simple à mettre en place, par exemple en utilisant le service RDS de base de données relationnelle qui permet de faire exactement cela. Et puis bien sûr, un DNS et un répartiteur de charge ou load balancer devant pour pouvoir utiliser l'ensemble des ressources. Si jamais nous avons un événement majeur sur la zone A, l'application continuera à tourner de manière transparente vers la zone B. Et pour tout vous dire, les ressources qui ont été perdues lors du problème sur la zone A vont être relancées automatiquement sur la zone B grâce à la fonctionnalité d'autoscaling. On voit déjà qu'on a des éléments très avancés pour tout ce qui est haute disponibilité des applications critiques. Tout à l'heure, on parlait de réseau, de connectivité, puisqu'on va se retrouver sur un contexte de migration où on a des data centers en propre, des data centers dans lesquels on a loué de l'espace pour avoir des ressources en propre. On a envie de les connecter au cloud AWS. Du moment qu'on se penche sur ces problématiques, il y a un service qui devient essentiel et qui n'est pas toujours connu quand on débute la plateforme, c'est le service VPC, Virtual Private Cloud. C'est un service qui va vous permettre de définir un design de réseau comme vous avez l'habitude de le faire chez vous, dans vos data centers, avec des gateways, des accès Internet ou pas, des accès VPN, du routage, des subnets et tout ce qu'il faut pour reproduire ce que vous avez envie de reproduire. Ici, on a un exemple un petit peu plus complexe que tout à l'heure avec une application multicouche, avec un tir applicatif, des bases de données et des frontaux. Sans s'appesantir sur le détail, je voudrais que vous regardiez la partie gauche de ce schéma pour voir les 2 moyens de connecter le data center existant au cloud AWS. Donc en premier, en haut, un VPN, donc un VPN IPsec par exemple. Donc de votre côté, un équipement classique, un routeur classique, et puis son pendant que l'on peut provisionner du côté AWS pour monter une connexion IPsec avec 2 tunnels, et avoir ainsi une première connexion sécurisée, mais dont le petit problème va être qu'elle n'aura aucune garantie de qualité de service, notamment de latence, puisqu'elle va dépendre des infrastructures Internet. Ce qu'on voit très rapidement mis en place chez la grande majorité des clients sur des projets d'importance sur AWS, c'est ce qu'on appelle AWS Direct Connect, donc c'est la 2e option. C'est la possibilité de mettre une ligne dédiée entre vos infrastructures et nos infrastructures. Il y a des possibilités d'avoir un ou plusieurs ports à 1 giga ou 10 gigabits, et ainsi vous permettre d'avoir une connectivité rapide, à faible latence, et avec des garanties de qualité de service. Pour être tout à fait complet, la manière dont ça se passe d'habitude, c'est qu'on met en place 2 liens Direct Connect redondants, plus un fallback en VPN IPsec. L'aspect connectivité va être essentiel, que ce soit parce qu'on est en processus de migration, ou même dans certains cas parce qu'on a choisi de laisser un certain nombre de ressources en interne et d'avoir par exemple les frontaux et les serveurs d'applicatifs sur les clouds pour faire du débordement de capacité par exemple. Donc c'est un aspect extrêmement important. Une fois qu'on a dit ça, on a parlé d'infrastructure, on a parlé des services, on a parlé de la connectivité, on a parlé de la manière de faire de multi-zones de disponibilité pour pouvoir être résilient, tolérant aux pannes de manière transparente. On va attaquer l'aspect pour moi essentiel pour ce type d'application critique, la sécurité. Il faut savoir que la sécurité est notre première priorité chez AWS. La sécurité, ça veut dire votre confiance. Si nous perdons votre confiance, nous n'avons plus aucun business. La manière dont nous avons construit notre sécurité, finalement, est assez classique. Une sécurité sur tout ce qui est ces data centers physiques dont je vous parlais, une sécurité des réseaux, une isolation des flux, bien évidemment une sécurité des systèmes, et puis tout ce qui est people and processes, qui est souvent la partie la plus importante et très délicate à mettre en place. Nous avons construit cette sécurité aussi dans l'échange avec nos clients les plus exigeants, des entreprises comme Shell, le Nasdaq, Netflix et d'autres, dans des domaines qu'ils soient de la santé, qu'ils soient financiers, qu'ils soient du média, avec des contraintes très fortes pour tout ce qui est sécurité. Et le point que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la plateforme AWS est une seule. Demain, vous allez poser des photos de vacances sur un service de stockage AWS, vous avez le même niveau de sécurité, de certification
que le Nasdaq sur AWS. C'est une plateforme à une seule. Et la sécurité, le niveau de sécurité est aussi mutualisé, uniforme et disponible à tous nos clients. Si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit ceci. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce schéma. C'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée ou le Shared Responsibility Model. C'est la manière dont il faut penser la sécurité dans le cloud. C'est ça. Ici, deux aspects. La sécurité gérée par AWS, qui est la sécurité du cloud, et la sécurité que vous allez gérer, qui est la sécurité dans le cloud. Donc sur la partie inférieure, ce à quoi vous vous attendez. Une infrastructure globale, la sécurisation des aspects physiques, je le disais tout à l'heure, du réseau, du compute, des hyperviseurs, pour être plus concret. Tout cela est pris en charge par AWS. Prenons un exemple concret. Prenons un serveur. Vous lancez un serveur, service EC2, une instance EC2, une machine virtuelle. À partir du moment où vous faites un choix d'OS, nous rentrons dans la partie bleu clair, c'est-à-dire dans votre responsabilité. Le choix de l'OS, le fait qu'il soit mis à jour, les plateformes applicatives que vous allez choisir de mettre dessus, les applications que vous allez déployer, le contrôle d'accès de ces applications, tout cela tombe sous votre responsabilité. De la même manière, vous allez venir poser vos biens les plus précieux, qui sont vos données, sur ces infrastructures, et vous aurez plusieurs options pour les chiffrer ou pas. On vous donne tous les outils, c'est à vous de mettre en place ces leviers en fonction de la criticité de vos applications. Quand je vous dis qu'AWS prend en charge la sécurité du cloud, j'ai beau vous le dire, ça n'a pas grande valeur si je ne peux pas vous le prouver. C'est pour ça qu'on investit aussi énormément dans des efforts de certification. Étant aujourd'hui la plateforme cloud la plus certifiée, vous allez reconnaître certaines de ces certifications, les ISO et les SOC, SOC 1, 2, 3, ou PCI DSS, qui va vous permettre de mettre en place des systèmes de paiement. Ce sont un ensemble de certifications qui vont vous garantir la sécurité de la partie qui a trait à AWS. Qu'est-ce que je vous ai dit jusqu'ici finalement? Quels sont les avantages de tout ça très clairement? Vous avez une plateforme à une seule, avec un environnement qui est construit pour niveler la sécurité vers le haut. Vous pouvez en profiter et faire le choix de ce que vous allez exploiter ou pas. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, AWS gère plus de 1800 points de contrôle. Certains d'entre eux pour répondre aux certifications, mais nous allons beaucoup plus loin sur certains aspects, sur les aspects qui ne sont pas forcément couverts par les certifications. Vous avez la possibilité de définir vos propres politiques de sécurité. Et puis surtout, j'en parlais pour la localisation, vous avez le contrôle total de vos données et ce que vous faites avec. Après toute cette présentation de la sécurité, on peut se demander, mais le cloud, dans tout ça, il est où? On m'a vendu le cloud comme quelque chose d'agile. L'adoption par les entreprises préside essentiellement un besoin d'agilité, même avant un besoin de réduction des coûts. Ça m'a l'air un petit peu lourd, tout ça, toute cette sécurité. Eh bien, il me reste une demi-heure à peu près pour essayer de vous convaincre qu'on peut faire les deux, qu'on peut être agile et sécurisé sur le cloud AWS. On va dérouler, je parlais de contrôle tout à l'heure. On va commencer par les fondamentaux, et peut-être le service le plus fondamental en termes de sécurité dans AWS, c'est le service IAM, Identity and Access Management. Ça va vous permettre de contrôler qui peut faire quoi sur vos ressources dans le cloud AWS. Ça va vous permettre de contrôler, par exemple, qui est capable de lancer une machine dans quelle région, qui est capable de la détruire, de l'arrêter, de lui rattacher un disque. Et ça va vraiment aller dans une granularité assez fine. On va avoir une définition de groupe de rôles d'utilisateurs. On va avoir sur quelles ressources on veut autoriser ou interdire des opérations, comme celle que je viens de mentionner, et même depuis quel endroit. Donc depuis une IP qui est sur le réseau corporate uniquement, par exemple. On peut même aller jusqu'à des contraintes de type plage horaire. Je n'ai que mes équipes de développement qui peuvent rebooter des machines les jours de semaine de 8h à 18h tant qu'ils sont sur le réseau corporate. C'est complètement faisable. On va prendre un exemple pour être plus concret. La manière dont ça se présente, c'est via un langage de règles unifié en JSON. Cet exemple est extrêmement simple. Vous pouvez voir que l'action dont il s'agit, c'est de détruire des instances, donc détruire une machine virtuelle.
On peut le faire sur des ressources d'un certain compte dont on a le numéro qui est situé en Asie-Pacifique. Et puis, on va le faire uniquement si on a utilisé de l'authentification multifacteur et si l'adresse source provient de ces deux plages d'adresses. Voilà les contraintes, des et des ou. Une plage d'adresse dans un range privé et une autre dans un range public. Exemple, encore une fois, très simple, on peut aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est déjà bien. Ça nous permet d'avoir une authentification forte via multifacteur. Ça nous permet aussi, parce qu'on n'a souvent pas envie, dans le cadre d'une entreprise, de redéfinir toutes ces entités de groupes et d'utilisateurs, de fédérer via des assertions SAML, ce qui est déjà défini, par exemple, dans un Active Directory chez vous. C'est une fonctionnalité qui est très bien supportée. Et puis ce dernier point, qui n'est pas mineur, ça permet de faire de la ségrégation multicompte. Ça permet d'avoir plusieurs comptes AWS qui peuvent assumer des rôles entre eux et donc s'apporter des fonctionnalités. Ce que ça va permettre, c'est de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques d'isolation encore plus fortes en termes de comptes AWS. Quand on parle d'une application critique, on peut imaginer qu'elle va se décliner sous forme de plusieurs comptes AWS. On a un premier compte central dans lequel il y a effectivement les ressources, donc on va avoir des load balancers, du stockage, des machines, etc. Mais on peut imaginer que les aspects de définition des utilisateurs et de fédération d'identité sont gérés par un compte complètement isolé, à ma gauche. Et puis sur la droite, on peut imaginer qu'il y a un compte en haut à droite qui va centraliser tout ce qui est log, vraiment de manière isolée. Et donc on va se rendre compte que les différents aspects ici de contrôle, de visibilité et de protection vont être apportés par des comptes différents pour aller encore plus loin. Voici pour le contrôle, on va se lancer dans les aspects visibilité, qui sont extrêmement clés, et on va voir qu'il y a pas mal de manières d'avoir de la visibilité sur ce que vous avez sur votre data center virtuel, et c'est peut-être le plus gros changement par rapport à ce à quoi vous êtes habitué sur des infrastructures classiques. On va commencer par des choses très simples, assez bas niveau. De l'audit, qu'est-ce qui se passe sur l'infrastructure? On a parlé de contrôle des accès, mais une fois que ces accès sont faits, est-ce qu'on peut voir ce qui a été fait? Il y a un historique complet via le service CloudTrail qui va nous dire qui a invoqué quelle API, sur quelle ressource, depuis où. Ce sont des choses qui vont être enregistrées et exploitables soit à l'intérieur de la plateforme AWS, soit en les extrayant via des outils tiers, en SaaS ou autre. Encore une fois, un exemple pour rester terre à terre et très concret. Voilà, on aime bien le JSON, hein, on en a pas mal. Donc voilà à quoi ressemble un enregistrement d'un événement CloudTrail. On peut voir que l'utilisateur Alice, qui est associé à un certain compte, a démarré justement, c'est le premier événement, il a démarré un logging sur le service CloudTrail sur la région US Ouest 2 depuis cette adresse source 72.21.198.64. Donc ceci à travers l'ensemble des services. On peut savoir très exactement qui a fait quoi, quand. Cette vision, elle est quand même d'un niveau d'abstraction assez bas. Souvent, on a envie de se rapprocher des choses de type base de configuration, de type CMDB, pour savoir sur nos infrastructures qui sont en production, qu'est-ce qu'on a exactement en termes de serveurs, de stockage associé, de firewalling, des notions un petit peu plus abstraites, d'un peu plus haut niveau. On a un service qui adresse exactement ce problème-là, qui s'appelle AWS Config, avec son service compagnon, qui sont les config rules. L'idée, c'est de pouvoir avoir un inventaire de ce que vous avez en production sur votre cloud, et donc de suivre l'évolution des différents composants. Quand je dis suivre l'évolution, ça peut être lancement d'un serveur, ça peut être destruction d'un serveur, ça peut être rattachement d'un volume, ça peut être rattachement d'une adresse IP supplémentaire à un serveur. Donc, à travers le temps, d'avoir un historique et de pouvoir exploiter cet historique. Et puis le pendant, c'est le côté règle, et donc le côté règle permet de vérifier et d'agir sur ces changements. Puisque avec le côté pur config, on ne peut que être notifié avec des règles, notamment en utilisant AWS Lambda, que je ne présenterai pas ici, mais c'est une manière très simple d'exécuter du code sur AWS. On peut aller changer des choses de manière dynamique. L'idée globale, c'est d'avoir un tableau et visualiser qu'est-ce qui se passe sur les infrastructures et jusqu'à quel point on est ou pas conforme aux règles qu'on s'est fixées nous-mêmes. Je vais donner un exemple très simple. On découvre qu'on a rattaché un nouveau volume à un serveur existant, et on découvre que ce volume ne respecte pas une règle parce qu'il n'est pas chiffré. Les contenus ne sont pas chiffrés. Donc déjà, on détecte qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire en agissant sur cette information-là? On peut par exemple aller reconfigurer
ce qu'on appelle, nous, le security group, c'est-à-dire le firewall autour du serveur, pour dire on ferme tous les accès et ce serveur, on ne le détruit pas, mais il est isolé. Parce que du moment que je n'ai plus que des volumes chiffrés, je ne suis plus compliant, je ne suis plus conforme. Donc voilà le type de choses qu'on peut faire avec les config rules. Juste une petite visualisation, un ensemble de ressources, des serveurs, du stockage. On va enregistrer et découvrir les nouvelles ressources. Ces ressources vont évoluer dans le temps, différentes versions, et on va avoir un accès via API à un stream de changements sur ces ressources-là. Le bonus est bien sûr les règles qui vont nous permettre d'agir sur ces événements. On a évoqué les serveurs, on a évoqué le stockage, on a évoqué les accès, donc on arrive déjà à voir pas mal de choses. C'est déjà pas mal sur ce qui se passe sur l'infrastructure. On serait très incomplet si on ne parlait pas du réseau. Pour cela, on a intégré une fonctionnalité qui s'appelle VPC Flow Logs. Donc l'idée, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train de se passer entre mes machines et puis vers l'extérieur et depuis l'extérieur. On va simplement, et je vais vous montrer tout à l'heure, comme d'habitude, un exemple, on va simplement aller enregistrer quels sont les flux qui ont été autorisés et refusés, à quel moment, vers quelle adresse, depuis quelle adresse, etc. Ça va permettre de faire de l'analyse du trafic, de faire de l'alerting. Par exemple, si on se rend compte qu'on est en train de refuser énormément de tentatives de connexion SSH sur une machine qui est en production depuis des adresses un petit peu originales, on peut lever des alertes là-dessus. Et puis, plus simplement, ça va nous permettre de débugger, d'étudier des problèmes de connectivité quand on met en place des choses un petit peu complexes avec des topologies réseau qui ne sont pas forcément les plus simples. Voici ce à quoi ça va ressembler. Donc un enregistrement d'un accès et un enregistrement d'un refus. Le premier, c'est du SSH. Le deuxième, c'est du RDP. Vous arrivez à imaginer ce que ça peut contenir. Un identifiant de carte réseau, une ENI, une Elastic Network Interface, une adresse source, une adresse destination, un port, une taille du flux, et puis le fait que ça a été accepté ou rejeté. Rien de très surprenant là-dessus. Pour l'instant, nous nous sommes contentés d'avoir une visibilité de l'extérieur des serveurs. Et pourtant, on va aller plus loin, et nos clients nous ont demandé de les aider à aller plus loin. C'est pour ça qu'on a designé et mis à votre disposition un service qui s'appelle AWS Inspector. Alors là, c'est encore un complément avec ce qu'on a vu. L'idée, comme c'est montré sur le petit schéma, c'est d'aller installer des démons sur vos machines qui vont remonter des informations de ce qui se passe sur les machines en termes de sécurité, de réseau, d'authentification. Et puis vous fournir une évaluation et vous donner des conseils pour comment régler d'éventuelles failles de sécurité qu'on a pu trouver sur ces machines-là. Donc, ces règles-là, elles couvrent les aspects qu'on peut imaginer, du réseau, de l'attente, des problèmes sur la configuration de l'operating system. Un aspect assez intéressant, c'est l'aspect PCI DSS. Ça ne va pas vous permettre d'avoir l'ensemble d'un audit PCI DSS, mais de vérifier certains points qui sont requis pour passer l'audit. Donc c'est déjà pas mal. Et puis toutes les vulnérabilités communes de type CVE. À quoi ça ressemble? Voilà le résultat d'un assessment. Donc, Inspector Findings, je vais traduire ça par constat priorisé. J'espère que ça vous parle. Donc ils sont calés par ordre de priorité, ordonnés. Donc on en voit 3 qui sont particulièrement critiques. Le premier, Authentication Best Practices. On va l'ouvrir, ou faire semblant de l'ouvrir grâce à PowerPoint. Et ce qu'on va retrouver, c'est une description détaillée où il va me signaler que mon démon SSH n'est pas très bien configuré parce que je suis capable de me loguer en tant que root. Et il va même me donner tout en bas une recommandation pour me dire si tu vas toucher ton SSC SSH config, eh bien tu pourrais mettre un setting qui va permettre de lever ce warning. Donc voilà jusqu'à quel niveau de granularité on peut aller et à quel point ça peut vous permettre d'avoir une visibilité complète même à l'intérieur de vos machines. Un aspect qu'il ne faut pas négliger sur des outils comme celui-ci, c'est qu'ils sont quand même accessibles via API et automatisables, comme l'ensemble des services AWS. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va aller vers ce qu'on appelle maintenant des démarches DevSecOps. On était Dev, on était Ops, maintenant on est DevOps, mais quand on déploie très souvent. Comment on est sûr qu'il n'y a pas eu des modifications sur les configurations à l'intérieur des serveurs qui vont casser des besoins de compatibilité ou des besoins de compliance? Eh bien, en intégrant
les assessments de AWS Inspector justement au sein de votre cycle de déploiement ou d'intégration continue. Protection. On va passer un petit moment là-dessus, qui dit protection, dit chiffrage. Quand on dit chiffrage, on peut parler des différents algorithmes, etc., quels sont les plus efficaces. Mais surtout, il y a un gros problème, c'est la gestion des clés, finalement. On veut que les clés soient sécurisées, mais on ne veut surtout pas les perdre, parce que sinon on a vraiment un gros problème. On met à votre disposition un service qui s'appelle AWS KMS, Key Management Service. L'idée, c'est de vous simplifier l'utilisation de clés dans vos applications, et puis aussi qu'ils soient intégrés avec les fonctionnalités de chiffrage de tous les services AWS. Alors là, j'en cite quelques-uns, vous le savez peut-être, mais sur notre service de stockage objet S3, sur le stockage bloc EBS, sur nos services de base de données RDS, on peut chiffrer de manière transparente les données, et c'est vous qui allez gérer vos clés au sein du service KMS. On peut même l'utiliser côté client. Quand vous allez uploader des objets sur S3, vous pouvez chiffrer en utilisant des clés KMS sur votre client, avant que ça arrive sur le serveur. Et puis tout ça est fortement cohérent. C'est pour ça que j'ai aimé vous signaler que c'est intégré avec IAM et CloudTrail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que KMS, c'est un service. Je parlais au tout début du contrôle d'accès au service. Donc on peut très bien savoir qui va avoir le droit d'accéder à ce service pour aller chiffrer ou déchiffrer les données dans la plateforme. Et non seulement cela, une fois qu'il l'a fait, via CloudTrail, on peut faire un audit pour savoir qui c'est qui a utilisé quand, quelle clé pour déchiffrer quoi. Ça permet d'aller vraiment très très fin. La manière dont ça marche, un petit peu de détails techniques quand même pour vous donner un peu plus d'informations. On a une hiérarchie de clés à 2 niveaux. Une clé maître asymétrique, qui va être utilisée pour chiffrer des clés de données symétriques, elles, et qui vont être produites pour chiffrer les différents éléments de données. Ça permet de limiter le risque en cas de compromission des clés, ça permet, avec le chiffrage symétrique, d'être beaucoup plus efficace quand il s'agit de chiffrer la donnée, tout en gardant la sécurité du côté asymétrique sur la clé maître. Tout cela, comme je disais tout à l'heure, audité et contrôlable dans son accès. En plus de chiffrer, on va avoir envie de sécuriser son réseau en frontal. On entend de plus en plus des attaques d'injection SQL, cross-site scripting, voire distributed denial of service. Et ça a été un gros besoin, je peux vous le dire, je l'ai ressenti sur le terrain chez mes clients, de vous dire, mais pourquoi vous n'avez pas un service qui fait du WAF, du Web Application Firewall? Ça faisait un moment que c'était demandé. On a répondu à ce besoin et on a sorti un service intégré, managé, où vous n'avez pas besoin de gérer vos propres serveurs, vos propres stockages, vous n'avez qu'à le démarrer et le configurer. Donc AWS WAF, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Vous vous en doutez, bloquer, autoriser des requêtes web. Comme d'habitude, faire de l'alerting en pouvant surveiller qu'est-ce qui se passe au niveau de ce WAF, quelles sont les requêtes entrantes, d'où elles proviennent, de quelle taille, à quelle fréquence. Tout ceci accessible via l'API ou via la console. Et puis, très simple à mettre en place, la manière dont ça va prendre corps, c'est qu'il va être implémenté au niveau du service CloudFront. Souvenez-vous des tout premiers slides, l'infrastructure globale, on avait des petits points bleus, les localisations périmétriques. C'est là que vit le service CloudFront. Quand vous choisissez de protéger votre site, il va se mettre en place à ce niveau-là, donc bien en amont des régions dans lesquelles vous allez faire tourner vos serveurs. Du coup, vous avez une protection vraiment supplémentaire et qui est globale. J'ai envie de mettre une condition sur une chaîne. Par exemple ici, je ne vais laisser passer que les requêtes où l'entête de type référeur est renseignée comme il faut. Extrêmement simple à mettre en place. Je n'ai encore une fois géré aucune infrastructure. Je définis la règle avec l'action autorisée, je déploie sur CloudFront. Au bout d'une dizaine de minutes, c'est déployé de manière globale, votre site est protégé. De l'autre côté, quand j'ai envie de refuser, par exemple, certains types de user agent, même en jouant sur les différents formatages de la string, on a tout un langage qui permet de le mettre en place très rapidement. Ici, si vous pensez encore automatisation, vous pensez encore un petit peu plus loin, il est possible d'alimenter ces règles de manière automatique, d'avoir de l'intelligence, et on a des partenaires qui le font, en fonction de ce que vous avez pu mesurer et voir sur les logs de ce service de Web Application Firewall.
vous serez capable d'aller le réalimenter, de le rendre intelligent et de rajouter des règles ou d'en enlever. Ça répond aux besoins clients de mettre vraiment en place très simplement un Web Application Firewall sans forcément prendre une quantité de features extraordinaires. En parlant de demande client, voilà le genre de choses qu'on entend aussi beaucoup. Je vous laisse quelques secondes pour le parcourir. On a envie de faire de la sécurité, on a envie d'être simple, on a envie d'être agile. Dans ce cas précis, on n'a pas envie de s'occuper, par exemple, quand j'entendais tout à l'heure en discutant avec un client du renouvellement des certificats SSH, puisqu'en général, ils ont tendance à expirer, comme on me l'a dit, samedi ou dimanche. Voici la solution que nous proposons. Le Certificate Manager AWS, qui est un service assez récent. C'est aussi simple que le slide l'indique. Vous entrez un nom de domaine, en quelques clics, 5 clics plus précisément, vous avez votre certificat. Ensuite, pour le déployer devant vos applications, vous allez sur une liste déroulante et il se déploie très bien. En particulier, je reviens sur CloudFront, sur toutes ces localisations périmétriques qui vont protéger votre site. C'est aussi simple que cela d'accéder à un certificat. Et puis quand même, on n'a pas beaucoup parlé de coûts aujourd'hui, mais ça vaut le coup de souligner que c'est gratuit. Quand je vous parle d'applications critiques, je vous parle de sécurité, je vous parle de réseau, je ne serais pas complet si je ne vous disais pas qu'une des grandes forces d'AWS, c'est la richesse de son écosystème, et en particulier de son écosystème de partenaires technologiques. On parle de migration, vous avez les uns et les autres certainement des outils préférés. Des WAF, des firewalls, des routeurs, des terminaisons VPN, pour lesquels vous avez de la compétence en interne, et que vous auriez envie de continuer d'exploiter dans le cloud. La manière d'y accéder, c'est ce qu'on appelle l'AWS Marketplace. Vous voyez ici que sur tous les différents aspects qui ont trait à la sécurité, on a un grand nombre de partenaires, vous en reconnaissez un certain nombre, certains qui viennent entre guillemets de l'ancien monde et qui s'adaptent au cloud, d'autres qui sont vraiment cloud native. Ils vont vous permettre de sécuriser vos infrastructures, de faire du logging, du contrôle d'accès, de vérifier les vulnérabilités, de faire du chiffrement. Et vous pouvez aller en prendre autant que vous voulez de manière très simple via la marketplace. Pour que vous ayez une idée, vous voulez déployer un routeur Cisco sur votre VPC. En un clic, vous pouvez configurer une machine et quelques minutes plus tard, vous avez un routeur. Il se comporte de la manière usuelle. Vos experts réseau vont pouvoir aller le configurer et l'utiliser comme terminaison VPN ou autre. Si vous avez envie d'aller plus loin sur tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je vous pousse à regarder le cursus de sécurité qui est en ligne, Security Fundamentals sur AWS. Ça peut se faire tranquillement en quelques heures. Ça vous permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut voir ici en une quarantaine de minutes. Et puis, pour aller encore plus loin et pour ramener ça au sein de vos équipes, de la même manière qu'on a des formations un peu plus longues d'architecture, de DevOps ou de développement, on a une formation de Security Operations sur 3 jours qui va vous permettre de vraiment devenir très très pointu sur tous ces aspects et tous ces services. Je dois l'admettre que j'ai à peine effleuré lors de cette présentation. AWS, Amazon comme training est l'endroit de prédilection pour retrouver tout cela. Si vous avez envie de partager vos expériences, de connaître quelles sont les expériences aujourd'hui des utilisateurs avec des workloads en production sur AWS, je vous invite à rejoindre les différents user groups à Paris et de plus en plus, cette année en particulier, partout en France, et d'aller en discuter librement entre vous. Je vous pointe aussi sur le Twitter d'AWS, sur lequel on va distiller les informations les plus importantes pour tous nos utilisateurs, en particulier les annonces produits et les annonces features, qui ne sont pas toujours faciles à suivre vu le rythme d'innovation. J'arrive tout doucement vers la fin, un petit peu en avance, malgré la richesse du contenu. Donc en bref, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette session, vos applications critiques sur AWS,
c'est une question de sécurité. Sécurité, première priorité, sécurité agile et sécurité en modèle partagé via tous les services que je vous ai exposés tout à l'heure. Ce modèle de sécurité partagée, encore une fois, j'insiste, c'est l'essentiel. La sécurité du cloud, responsabilité d'AWS, la sécurité dans le cloud, votre responsabilité. Des outils en constante évolution pour vous permettre justement de mettre en place de manière agile cette sécurité dans le cloud. Et puis une manière de la penser, cette sécurité, celle que j'ai choisie, elle est peut-être discutable, contrôle, visibilité, protection, agilité. Et un dernier point, j'espère que j'ai réussi à vous en convaincre, vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert en sécurité pour bénéficier de tout ça. Je vais vous faire une dernière demande avant de vous libérer, une heure tardive. Remplissez la demande de retour qui va vous être envoyée, je pense, vendredi. On les lit, on les analyse, on les décortique. Ça va nous aider, ça va m'aider à être meilleur sur les prochaines interventions et sur les prochaines prestations qu'on fera pour vous. Merci beaucoup.